Depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'ONU en 1948, l'ONU s'est continuellement employée à agir pour les droits de l'homme. Ainsi, par exemple, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, a adopté plusieurs conventions importantes pour les conditions de travail, comme la Convention de 1957 sur l'abolition du travail forcé. Mais globalement, dans les années 1950, l'action de l'ONU pour les droits de l'homme a stagné car on était pendant la guerre froide, il y avait l'équilibre de la terreur et à la fois l'URSS et les États-Unis ne respectaient pas vraiment tout à fait les droits de l'homme. On peut penser par exemple au goulag pour l'URSS ou au macartisme ou la discrimination raciale aux États-Unis. Cette action des droits de l'homme de l'ONU va reprendre avec plus de vigueur dans les années 1960 avec l'adhésion des pays décolonisés. En 1966 sont adoptés deux pactes internationaux, le pacte sur les droits civils et politiques et celui sur les droits économiques et sociaux. Ce sont deux textes qui ont plus de portée contraignante que la simple Déclaration universelle des droits de l'homme qui n'a qu'une portée morale. Pour suivre l'application de ces pactes et de ces conventions, l'ONU a mis en place plusieurs comités composés de représentants des États membres. Par exemple, un comité contre la torture, un comité des droits économiques, sociaux et culturels, un comité des droits des enfants, etc. Ils examinent des rapports faits par les pays et peuvent recevoir des rapports envoyés par les ONG. Le pacte sur les droits civils et politiques contient l'idée que les législations nationales des différents États doivent être adaptées pour répondre aux critères de ce pacte. Mais c'est seulement en 1976 que ces deux pactes sont entrés en vigueur, donc 10 ans après leur adoption. En 1968, l'ONU a organisé une grande conférence sur les droits de l'homme à Téhéran, en Iran, réunissant 2000 délégués de 48 pays. C'est le premier d'une longue série de conférences. Par exemple, il y en a eu encore plusieurs fois, comme celle de Vienne en Autriche en 1993, qui a représenté 180 États et 1500 ONG. Les États du tiers-monde, largement représentés à ces conférences, ont appelé à donner la priorité au respect des différences culturelles et au développement économique. Ils sont maintenant majoritaires dans ces conférences et à l'ONU, ces États du Sud. Alors que les États occidentaux, eux, veulent renforcer l'universalité des droits de l'homme. En 1993, l'Assemblée générale de l'ONU décide de créer le poste de haut commissaire aux droits de l'homme pour mieux faire respecter ces droits. Mais cela n'est pas aisé et cette position de haut commissaire aux droits de l'homme est sensible car elle est très politique. Par exemple, la première femme à y être en poste, Mary Robinson, l'Irlandaise Mary Robinson, doit démissionner en 2002 sous la pression américaine car elle avait osé critiquer les États-Unis dans leur gestion de la lutte contre le terrorisme. Elle avait reproché aux États-Unis de ne pas respecter entièrement les droits de l'homme dans leur action de lutte contre le terrorisme. Puis son successeur, le Brésilien Sergio Vieira de Mello, a été tué à Bagdad en 2003 en mission alors qu'il était à ce poste. En 2006, la Commission des droits de l'homme est remplacée par une autre instance qui a le même objet, dont le nom est presque semblable, c'est le Conseil des droits de l'homme. Pourquoi ce changement de nom? Parce que la Commission des droits de l'homme était discréditée parce que, en fait, elle était jugée inefficace et les États qui entraient, en fait, souvent c'était des États qui ne respectaient pas eux-mêmes les droits de l'homme et qui s'y mettaient pour être à l'abri des critiques ou pour critiquer d'autres États. Malgré ces limites, l'ONU a fait des choses utiles en faveur des droits de l'homme, par exemple de l'aide dans le domaine électoral. L'ONU a supervisé les élections, par exemple dans des pays qui sortent de conflits, comme en Namibie en 1989, lors de l'indépendance de ce pays, ou au Cambodge en 1993, ou en Afrique du Sud en 1994. Cette action électorale est une action utile. De même, l'ONU a fait une action contre le racisme. En 1965, l'ONU a adopté la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale. Elle est entrée en vigueur en 1969 et elle contient un mécanisme de plainte. Donc les États comme les individus peuvent se plaindre à l'ONU sur des problèmes de discrimination raciale. Et en 1978 a lieu la première conférence mondiale de l'ONU contre le racisme et la discrimination raciale. De même, l'UNESCO, pionnière, avait mené dès 1949 un programme sur le racisme avec plusieurs déclarations sur la race qui essayaient de combattre ce préjugé.
Pour l'action pour les droits de l'homme, l'ONU agit aussi pour les peuples indigènes ou peuples autochtones, qui sont des peuples souvent exploités en Amérique latine ou dont on vole les terres. Ainsi, l'OIT a adopté en 1957 sa convention sur les populations indigènes et tribales, qui a une perspective intégrationniste, c'est-à-dire qui vise à mieux intégrer ces populations dans la société de l'État où ils sont. En 1983, l'ONU a publié le rapport de l'expert équatorien Martínez Cobo sur les peuples indigènes, où il préconise leur autodétermination. Et puis, l'ONU a organisé en 1993 l'année internationale des populations autochtones. Et enfin, en 2007, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une déclaration des droits des peuples autochtones. Parmi les autres droits qui ont été promus par l'ONU, on trouve le droit au développement. En 1986, l'ONU a proclamé la déclaration sur le droit au développement à l'Assemblée générale. Cela a été fait surtout sous la pression des pays du Sud. Il était prévu d'ailleurs qu'un comité d'experts soit nommé pour voir comment appliquer le droit au développement dans les programmes de l'ONU, mais ce comité ne sera en fait jamais établi puisque l'OMC et le FMI étaient contre ce concept, de même que les grandes puissances. Autre droit promu par l'ONU, c'est le droit des travailleurs migrants. En 1990, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la Convention de l'ONU sur la protection des travailleurs migrants et de leurs familles. Elle est entrée en vigueur seulement en 2003 et malheureusement aucun pays de l'Union européenne ni les États-Unis ne l'ont signée ni ratifiée. Cette convention en fait est très progressiste. Elle établit que tous les travailleurs migrants, légaux ou non, ont le droit aux mêmes libertés fondamentales et aux mêmes procédures judiciaires que les ressortissants du pays en question. À ce jour, les pays qui ont signé ce texte sont plutôt les pays de départ et non pas les pays d'accueil. En 1998, l'ONU a lancé une campagne mondiale en faveur de la ratification de cette convention, mais cela n'a pas eu beaucoup de succès. Le Conseil des droits de l'homme, qui a été créé en 2006 pour remplacer la Commission pour les droits de l'homme, lui non plus n'a pas fait montre d'une grande efficacité par rapport à l'ancienne Commission. À nouveau, on constate que des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme y sont élus, comme l'Arabie saoudite, la Chine ou la Russie. Mais à l'ONU, c'est aussi les ONG qui jouent un rôle moteur. Aujourd'hui, il y a près de 3000 ONG qui sont accréditées auprès de l'ONU, c'est-à-dire qu'elles ont le statut consultatif, ce qui leur permet d'assister aux séances publiques et de poser des questions, de s'exprimer. Enfin, parmi les droits défendus par l'ONU, il y a le droit des femmes et des enfants. Dès 1946, l'ONU a mis sur pied la Commission sur le statut des femmes. En fait, les droits des femmes sont peu présents dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est plus tard, il a fallu du temps pour que l'ONU se mette à défendre le droit des femmes. Elle l'a fait en 1980 avec la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination contre les femmes. C'est un texte novateur car il brise la séparation entre public et privé en droit international. Il traite des droits des femmes à la fois dans la sphère publique et dans la sphère privée. Mais lors des différentes conférences de l'ONU sur les femmes qui sont organisées des années 70 aux années 90, on constate que peu de progrès ont été faits dans les États membres. Il y avait eu déjà avant cela des conventions de l'OIT pour le droit des femmes, comme la convention de 1951 sur l'égalité de rémunération homme-femme ou celle de 1958 sur la discrimination homme-femme dans l'emploi. En 1975, l'ONU crée un fonds spécial pour les femmes qui s'appelle UNIFEM, qui aujourd'hui a changé de nom en 2010 pour s'appeler ONU Femmes, pour promouvoir le droit des femmes dans le monde. Et en 2000, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté un protocole optionnel qui permet que la Convention des droits des femmes de 1980 puisse enquêter sur des plaintes individuelles. Donc c'est un grand pas en avant. La Convention de 1980 semble avoir été utile car des organisations de femmes l'ont utilisée pour faire pression sur des gouvernements pour amender des lois discriminatoires. Et en 1993, un autre texte a été adopté par l'ONU, la Déclaration sur l'élimination de toute forme de violence envers les femmes. Plusieurs grandes conférences mondiales se sont tenues sous l'égide de l'ONU sur les droits des femmes, comme en 1995, la 4e conférence mondiale de l'ONU sur les femmes à Pékin, qui est gigantesque puisqu'elle a rassemblé 17 000 représentants de gouvernements, d'ONG ou de médias.
De plus, la même année, l'ONU a créé 2 indicateurs pour mesurer l'égalité homme-femme dans un pays donné. Enfin, l'ONU s'est préoccupée du droit des enfants puisqu'elle a adopté en 1989 la Convention des droits des enfants, ratifiée par 192 pays, c'est-à-dire tous les États membres de l'ONU sauf les États-Unis, en raison de la peine de mort pour les enfants que ce pays maintient et qui est interdite par la Convention. Ce qui fait de cette Convention sur les droits des enfants la plus ratifiée de toutes les conventions de l'ONU. Aujourd'hui encore, l'ONU agit pour les droits de l'homme avec le Conseil des droits de l'homme en 2018 qui a adopté une déclaration des droits des paysans, une initiative des pays du Sud qui défend les petits paysans qui sont souvent expropriés ou victimes de spoliation de leurs terres par des fonds d'investissement ou des multinationales ou par leur État. Le Conseil des droits de l'homme aujourd'hui apparaît affaibli. En effet, en 2018, parmi les pays qui ont été élus, parmi les 47 États membres, figurent des pays comme le Cameroun, l'Érythrée, la Somalie, qui ne respectent pas les droits de l'homme. Cela a engendré la colère des défenseurs des droits de l'homme. Et d'ailleurs, les États-Unis se sont récemment retirés du Conseil des droits de l'homme en le critiquant pour son caractère inutile ou non démocratique. Et cela a à nouveau encore plus affaibli ce Conseil des droits de l'homme. Au total, l'action de l'ONU pour les droits de l'homme s'est avérée très difficile. Des textes progressistes ont été proclamés, mais c'est la mise en application qui est difficile à faire. Il faut donc soutenir l'ONU dans ses efforts pour adopter et faire ratifier par les États, par les peuples du monde, des textes à portée contraignante. Pour approfondir sur ces sujets, vous pouvez vous référer à mes ouvrages « Histoire de l'UNESCO, les 30 premières années » paru aux éditions L'Harmattan en 2010, « Histoire des idées des Nations Unies, l'ONU en 20 notions » paru aux éditions L'Harmattan en 2015 et « Une brève histoire de l'ONU au fil de ses dirigeants » paru aux éditions du Croquant en 2017.